Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 24 janvier dans Dev Café, l'émission que je vous propose et qui vous résume l'actualité autour du développement mobile. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous faire de hors-sujet car on va évoquer dans l'ordre Fuchsia, Flutter, React Native, Apple et une fraude à la publicité sur iOS, autant dire un sans faute. Mais juste avant de voir ces différents sujets, il y aura demain le Flutter Forward avec normalement plein d'annonces. On va donc vous proposer un live à partir de 15h30 environ, sachant qu'il y aura avec moi Aloïs Daniel et Kevin Sego qui sont tous les deux des Google Developer Experts. Et l'idée c'est de vous proposer une version française de la conférence, et vous avez dans le petit i le lien vers la vidéo pour que vous puissiez activer la fameuse notification. Et cette petite parenthèse étant faite, je vous propose qu'on enchaîne avec le programme du jour. Aujourd'hui, ce sera un peu comme dans le Dev Café d'hier, avec beaucoup de petits sujets, et on va commencer par Fuchsia, qui est un système d'exploitation toujours un peu compliqué à comprendre, quand on sait que Google a aussi Android et Chrome OS, mais pour le moment, Fuchsia se décline avant tout sur les assistants Nest, et il devrait d'ailleurs y avoir d'autres produits dans le cours de cette année. Mais comme je vous l'avais indiqué hier, Google a démarré un gros plan de licenciement pour environ 12 000 personnes, soit environ 6% de la masse salariale. Et selon les infos du New York Times, Fuchsia aurait particulièrement été affecté avec 16% de l'équipe, sachant que fait rare, on a une estimation du nombre de salariés qui y travaillaient, à savoir à peu près 400 personnes, donc en gros 65 personnes vont partir, et ça pourrait aussi implicitement avoir un impact sur Flutter, car certains des ingénieurs travaillaient en fait sur les deux sujets. Et à y être, la division appelée la branche Areas 102, qui est une sorte de gros incubateur, aurait été très sévèrement touchée aussi, on parle de la moitié des employés. C'est donc un Dev Café qui commence un peu mal, mais tout de même on va enchaîner sur une info plus réjouissante puisqu'il s'agit d'une nouvelle version de Fuchsia. Bon ok, elle n'est pas totalement nouvelle puisqu'elle date du 10 janvier, mais bon j'étais complètement passé à côté. Tout d'abord, Starnix est désormais le modèle utilisé par défaut, sachant qu'aujourd'hui Fuchsia peut faire tourner des applis Linux et Android, mais uniquement en passant par une machine virtuelle, ce qui forcément en réduit les performances. Mais l'idée de Starnix c'est de les lancer nativement, c'est donc finalement une très bonne nouvelle de voir que ce moteur est activé par défaut. Côté autre changement intéressant, la qualité de streaming des vidéos s'améliore, notamment celle de YouTube. Et autre bonne nouvelle, puisque les processeurs et GPU de chez Intel de dernière génération sont désormais supportés. Et enfin, dernière info, la taille des mises à jour du système est réduite, car la taille des packages est elle aussi réduite. Bon, il y a encore d'autres changements que je vous invite à aller voir, mais ce changelog finalement c'est pas que du vent, car au final tous les Nest qui sont aujourd'hui sur Fuchsia vont en bénéficier, et je pense notamment à la lecture de la vidéo. On reste ensuite dans la thématique avec un nouveau package qui est apparu sur pub.dev il y a quelques jours et qui est directement mis à disposition par les équipes de Dart. Et si on en comprend bien la description, il s'agit d'un outil pour détecter les memory leaks, soit par des objets qui n'ont pas pu être enlevés par le garbage collector, soit parce qu'ils n'ont pas été disposed. Le timing finalement coïncide assez bizarrement avec le Flutter Forward, on verra donc s'ils en parlent demain. Et encore une info autour de Dart et Flutter, puisqu'il n'est pas possible d'héberger des dépendances privées sur le repo central pub.dev dont on parlait, mais on peut passer par des solutions tierces et notamment OnePub. Et cet outil est toujours en version bêta et donc la licence pro est fournie gratuitement et à vie, mais surtout ils viennent d'ajouter un dependency chart pour savoir quels autres packages en dépendent. Finalement c'est un peu ce que propose GitHub avec les forks, mais ici appliqué aux packages. Bref, c'est très intéressant, d'autant plus que OnePub c'est un super outil. On reste sur l'aspect multiplateforme, mais cette fois-ci du côté de React Native, avec dans un premier temps une mauvaise nouvelle. En effet, selon des chiffres publiés par AppFigure, le nombre de nouvelles applications utilisant React Native reste en augmentation, puisqu'il y en a eu 45 000 nouvelles, mais la tendance est à la baisse, puisqu'en 2021, il y en avait eu 79 000. Donc d'une année sur l'autre, on est sur un ralentissement de 43%, sachant que l'analyste derrière ce chiffre indique que la tendance elle est similaire entre Android et iOS. Malheureusement, il ne communique pas les chiffres sur les autres technos. Ça c'était la mauvaise nouvelle, ensuite Microsoft en a profité pour faire un long thread Twitter pour faire une rétrospective de 2022. Bon, en gros c'est de l'autocongratulation, mais il y a la courbe que vous voyez juste ici qui permet de voir qu'il y a eu 4 versions majeures pendant l'année, et que la dernière qui a été publiée sur cette période, à savoir la 0.70, elle a été à la fois la version la plus adoptée en termes de nombre, mais aussi celle qui a atteint ce chiffre le plus rapidement. Sachant que pour rappel, la 0.70 intègre le nouveau moteur Hermès par défaut, ce qui évite de passer par ce satané bridge. Et deuxième autre bonne nouvelle, Expo Router, qui est un outil pour gérer la navigation entre les écrans, est disponible en release candidate depuis la fin de la semaine dernière. L'idée c'est que chaque page a son propre fichier et Expo Router fait tout pour vous. Côté implémentation, je vous laisse aller lire l'article, mais vous allez pouvoir gérer des URL de manière classique, à savoir des pages et des sous-pages. À noter toutefois que certaines fonctionnalités n'ont pas été implémentées pour la V1, mais elles font partie de la roadmap.
Et voilà pour toutes les infos autour de Fuchsia, Flutter et React Native. Et avant de poursuivre avec l'écosystème Apple et une fraude, place aux actus en bref. Et pour le petit teasing, Elon Musk s'est bien fait troller ce week-end. La semaine dernière, Microsoft a sorti la troisième preview de Visual Studio 2022 17.5 qui peut notamment être utilisée avec .NET MAUI. Parmi les nouveautés, on note l'intégration d'un scanner d'accessibilité sur les interfaces graphiques ou encore l'intégration d'un vérificateur orthographique autant sur la doc que sur les noms des méthodes. A noter que si vous faites partie des rares à coder en français, il sera tout à fait possible d'utiliser un dictionnaire dans la langue de Molière. Et enfin, dernière nouveauté, un éditeur de fichiers Markdown. A priori, la version finale de l'IDE devrait arriver vers le mois de mai. Toujours chez Microsoft, que faire quand vous n'arrivez pas à faire croître la part de marché du navigateur Edge aussi rapidement que vous le souhaiteriez? Eh bien, tout simplement en forçant l'ajout d'un raccourci sur le bureau. A priori, une modification dans la base de registre permet de retirer définitivement ce comportement. On parle beaucoup des licenciements chez Amazon, Google et Microsoft, mais Elon Musk a tout de même fait un énorme ménage puisque sur les plus de 7500 employés qui étaient présents à son arrivée, il n'en resterait plus que 1300 désormais, dont environ 550 ingénieurs. Mais cela inquiète d'anciens salariés qui estiment qu'en cas de problème, l'équipe restante ne serait pas suffisamment dimensionnée pour y répondre. D'ailleurs, un bel exemple ce week-end avec Elon Musk qui a fièrement annoncé que ses employés avaient fait des heures supplémentaires pour corriger un bug. Mais à peine quelques secondes plus tard, un deuxième tweet du même Elon Musk se lamentait que des petits malins avaient utilisé de l'injection SQL. Sur GitHub maintenant, l'hébergeur vient d'annoncer qu'à partir de janvier 2024, le support de Subversion sera abandonné sur le site, mais aussi sur la version auto-hébergée. Pour justifier cette décision, l'entreprise fait état de moins de 0,02% des requêtes faites sur un repo SVN. Et enfin, vous avez probablement déjà vu passer ce code, mais je ne peux m'empêcher de vous le remontrer puisqu'il est issu de l'application mobile d'authentification numérique utilisée par le gouvernement hollandais. Dans ce bout de code en C#, on voit qu'il pourrait y avoir quand même quelques petites optimisations. On reprend avec l'App Store qui propose depuis quelques temps maintenant le Small Business Programme qui permet d'avoir une commission de 15% au lieu des 30%, tant que l'on ne réalise pas plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et les éditeurs concernés, et peut-être vous d'ailleurs, ont déjà pu participer au programme, mais il semblerait qu'il faille chaque année demander à rejoindre à nouveau le programme, et de mon côté j'ai par exemple reçu un mail pour m'inviter à le faire, et a priori je suis pas le seul dans ce cas comme vous pouvez le voir juste ici. Pensez donc bien à valider votre participation, sinon ce serait dommage de payer les 30%. Et toujours sur l'aspect App Store, un client pour Mastodon a particulièrement galéré à arriver sur la boutique d'appli. Alors cette application, elle s'appelle IceCubes, elle est open source, elle fonctionne sur iOS, iPadOS, mais aussi macOS, et elle est aussi développée par un Français qui s'appelle Thomas Ricoire. Mais après une semaine à se prendre la tête avec l'examinateur, on lui a indiqué qu'il ne respectait pas la règle 4.2.2, à savoir d'intégrer des fonctions iOS natives, limitées ou inexistantes. Et parlant à un mur, c'est toutefois grâce à un article publié par John Gruber qui est respecté dans la communauté, qu'enfin la situation a pu se débloquer. Et en effet, et très étrangement, quelques minutes à peine après la publication, par magie, l'application a été acceptée. Bref, tant mieux pour le développeur, mais c'est quand même désolant de devoir avoir des contacts pour qu'une application puisse se faire accepter. Au cas où le client vous intéresse, il est disponible gratuitement. D'ailleurs, une petite question pour vous, est-ce que vous êtes passé à Mastodon? Car de mon côté, je dois vous avouer que la complexité des serveurs m'a complètement fait lâcher l'affaire. Du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour le sujet suivant, on reste dans l'univers Apple. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, mais ça fait quand même 2 jours où je fais de super belles transitions. Mais bon, plus concrètement, si vous faites du Swift et que vous n'aimez pas Xcode, une extension pour VS Code est désormais disponible en version stable 1.0, sachant que son développement a quand même pris plus d'1 an. Et si je reboucle avec le Dev Café d'hier, vu que vous pouvez faire des backends ou du serverless en Swift, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les allergiques à Xcode. Et enfin, dernier sujet autour de la sécurité puisque ça concerne iOS et c'est d'ailleurs assez rare. En réalité, vous n'avez aucune crainte à avoir, mais ça concerne plus de 1700 applications et les pubs. Alors VastFlux, c'est la saleté ici en question et qui consiste à gagner les enchères pour afficher normalement une pub aux utilisateurs. Dans ce cas, rien d'anormal puisque ça affiche une image statique. Mais ça en profite surtout pour injecter du code JavaScript. Et dans ce fameux code, l'idée c'est que ça va afficher 25 vidéos qui vont s'afficher les unes sur les autres pour booster l'argent reçu par les malfaiteurs. Pour l'utilisateur, c'est toutefois transparent car toutes ces publicités vidéo sont en réalité cachées derrière la fenêtre. Toutefois, comme vous pouvez le voir, 3 grandes vagues de déploiement ont eu lieu entre juin et juillet dernier, et les chercheurs se sont aperçus que depuis début décembre, le serveur ne remportait plus aucune enchère, donc totalement inactif désormais. Au final, ce genre d'arnaque n'a aucun impact sur la vie privée des utilisateurs d'iOS, mais quand même la batterie pouvait en prendre un petit coup puisque afficher 25 vidéos, forcément c'est pas négligeable.
Mais bon, le Dev Café du jour se termine sur une note positive, puisque toute cette fraude a été arrêtée depuis. Voilà, comme je viens de le dire, ça en est fini pour le Dev Café de ce mardi, mais je reviens très vite puisque ce sera demain dès 7h. En attendant, j'espère que l'épisode du jour vous aura plu. Et d'ailleurs, pour info, j'en parle très peu, mais si vous préférez écouter l'émission au format audio, il y a un Patreon qui vous permet non seulement de l'avoir en podcast, mais aussi en avance. Au cas où, il faut aller sur devcafé.fr/Patreon. Bon, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une super belle journée et rendez-vous donc demain, même heure et même endroit.